Bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième séance de webinaire OSV, Insight OSV. Alors pour rappel, ce cycle de webinaire, il a été mis en place pour vous amener des éclairages concrets sur la reprise de l'activité grâce à des témoignages de leaders de l'industrie ou d'experts du réseau OSV. Aujourd'hui, on accueille Armelle Solélac, PDG de Switch, qui va nous parler du tourisme en montagne post-crise du Covid-19. Je vous invite à poser vos questions via le module de questions et Armelle y répondra en fin de présentation. Bonjour Armelle, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien et toi? Très bien, très bien. Bon. Alors, sans transition, je propose de commencer. On peut commencer. Allez, c'est parti. Donc, je vais passer en mode plein écran. Bienvenue à tous. Merci de prendre le temps de ce webinaire. J'ai l'habitude de transmettre mes présentations. De toute façon, je crois qu'il y a un email qui vous sera envoyé soit aujourd'hui, soit demain avec le lien pour la télécharger, mais vous pouvez d'ores et déjà aller la récupérer en version longue sur slideshare.net/Armelou. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du futur du tourisme en montagne en France. Je vais faire d'abord un état des lieux, à la fois sur l'été et sur l'hiver. Et puis dans un deuxième temps, je vais vous parler des tendances et comment on pourra pratiquer, je l'imagine en tout cas, le tourisme en montagne dans les 6 prochains mois. Alors pour commencer, en hiver, on a en France 325 stations sur 5 massifs. L'année dernière, sur l'hiver 2018-2019, 53,4 millions de journées skieurs ont été effectuées et ça représente à peu près 10 millions de touristes l'hiver, sachant que sur ces 10 millions, il n'y en a que 7 millions qui pratiquent les sports d'hiver. Alors, il y a entre 6 et 8% des Français qui pratiquent les sports d'hiver, selon les années, selon les études aussi. Et en tout état de cause, les stations sont fréquentées par 28% de clients étrangers. On a à peu près une grosse majorité d'Anglais. Ensuite, la deuxième clientèle principale, ce sont les Belges et puis les Néerlandais dans des proportions plus faibles. Alors, la montagne, d'une manière générale, les territoires de montagne, d'une manière générale, génèrent 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 10 milliards sont effectués l'hiver en station uniquement. Donc, je distingue ce qui relève des territoires de montagne. Par exemple, Annecy est un territoire de montagne, mais ce n'est pas une station de montagne. Et donc, selon les chiffres, je vous préciserai si on parle de territoire ou de station. Et donc, l'hiver, en station, on constate, selon les études, que les dépenses sont en moyenne par jour et par personne entre 73 et 82 euros. C'est assez important. Et il faut savoir que le poste de dépense le plus important, c'est l'hébergement et pas le forfait comme on croit parfois. D'ailleurs, le forfait, le prix moyen pour une journée adulte, au niveau national, c'est 26,60 euros. Mais si on va dans une petite station, une toute petite station, par exemple, eh bien, le prix moyen, c'est 10,50 €. Alors, ce n'est pas moi qui produis ces chiffres-là. Ils sont issus de Domaines skiables de France, qui est le syndicat qui regroupe la plus grande majorité des stations de ski en France. Pour l'été, on est sur une approche différente. Alors, il y a un élément que je ne vous ai pas dit par rapport aux stations de montagne, pour ceux qui ne savent pas trop comment ça fonctionne. Il y a une spécificité qui est très française, c'est que l'exploitation des remontées mécaniques est en fait un service public qui est délégué. Donc, ça peut être délégué à une société privée, mais ça peut être aussi délégué à une régie municipale ou à une société semi-publique, semi-privée. Et il y a un point qui est très important à savoir, c'est que d'une manière générale, donc en hiver, on est sur un marché qui est arrivé à maturité avec une clientèle qui est plutôt vieillissante et qui peine à se renouveler. L'été, c'est pas du tout la même chanson. Alors, il faut savoir qu'en 2019, 24% des Français sont partis à la montagne et ça représente 5 points de plus qu'en 2018. Donc, on voit que la montagne est en train de remonter dans le cœur des Français l'été et c'est une très très bonne nouvelle, surtout pour cette année. Alors, la consommation touristique en montagne, comme je vous l'ai dit, elle pèse 20 milliards à l'année et donc 10 milliards sont réalisés l'été. Par contre, la répartition spatiale n'est pas la même. Ça signifie que on a ces 10 milliards qui sont dépensés sur l'ensemble du territoire de la montagne et pas uniquement en station de ski. Et d'ailleurs, on voit que le poids de la saison estivale il est très hétérogène
d'un site à l'autre. Par exemple, à Avoria ou à Val Thorens, ça avoisine à peu près 6% de la fréquentation annuelle, alors qu'au Grand Bornand, eh bien, l'été, c'est 38% de la fréquentation. Donc, pour beaucoup de socioprofessionnels, ça a un impact qui est assez lourd, et notamment la saison d'été, ça permet de constituer en fait toute la trésorerie qui permettra d'aborder l'hiver suivant. Alors pour vous donner quelques chiffres sur les dépenses, donc on a 49 € qui sont dépensés en moyenne par jour et par personne l'été. Et le budget d'un séjour à la montagne l'été est à environ à 1188 €, alors qu'il se porte à 1600 € en hiver. Alors, ce qu'il faut savoir par rapport entre l'été et l'hiver, c'est qu'il y a plus de nuitées qui sont réalisées l'été que l'hiver. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que du fait de ces prix qui sont dégradés l'été, eh bien, les gens peuvent rester beaucoup plus longtemps. Et donc, c'est aussi intéressant en matière de réalisation d'expériences et de consommation des expériences. Alors, ce budget moyen d'un séjour en montagne est en deuxième position par rapport aux autres destinations estivales en France, que sont bien entendu les destinations balnéaires, mais aussi la campagne ou encore la ville. Alors, qu'est-ce qui motive les Français à venir? Eh bien, quelle que soit la saison, que ce soit l'été ou l'hiver, l'attractivité de la montagne, elle repose surtout sur les paysages, la nature, le calme, la qualité de l'air, qui est souvent, en fait, tous ces éléments, ils sont associés au bien-être et à la notion de ressourcement. Donc les 3 R, hein, le repos, le ressourcement et les retrouvailles sont encore très, très vivaces auprès de la clientèle en montagne. On a 3 tendances sociétales qui sont très fortes, qui font que sont très valorisées en fait par les Français, qui correspondent à des tendances en développement dans notre société aujourd'hui. Donc c'est l'autonomie, c'est-à-dire le fait de pouvoir réaliser des activités en autonomie sans être nécessairement encadré. Le besoin de sens, les gens n'ont plus envie de partir et en vacances et de consommer bêtement la destination. Ils ont besoin de comprendre ce qu'ils font, d'avoir des informations riches et de repartir de leurs vacances en ayant appris des choses. Et puis la troisième tendance sociétale, c'est la notion de vitalité, qu'on appelle parfois la vitalité douce, c'est-à-dire le fait de pratiquer des activités sportives, pas nécessairement en recherche de performance, mais simplement pour se faire plaisir et ressentir des sensations agréables. Donc les Français, ils ont 8 aspirations pour leur séjour en montagne. La fonctionnalité, c'est-à-dire que c'est très important pour eux que tout soit pratique, que ça s'imbrique bien dans leur séjour, que ce soit fluide, on en reparlera tout à l'heure. La simplicité, ils ne viennent pas chercher en montagne des séjours complexes et très luxueux, ils veulent un retour aux fondamentaux de la vie, les retrouvailles avec leurs proches, amis et famille, bien entendu, le partage de moments et d'expériences fortes, notamment avec les locaux, du confort, bien sûr de la sécurité. Alors avant, on aurait plutôt parlé de sécurité par rapport aux risques naturels liés à la montagne. Maintenant, on peut aussi, bien entendu, rajouter la sécurité sanitaire. Et puis, toute la notion de service et d'accessibilité. Alors, l'accessibilité, bien sûr, le fait de pouvoir arriver en montagne, mais c'est surtout l'accessibilité physique des activités qui sont proposées. On a beaucoup insisté sur le VTT ces dernières années. La réalité, c'est que le VTT-AE est en train de monter très, très fortement en puissance parce qu'il est beaucoup plus physiquement accessible que le VTT de descente, par exemple. Alors, il y a des freins. Hein. Parfois, ces freins, ils sont réels, parfois, ils sont fantasmés, qui font que parfois, les séjours, les intentions de séjour ne sont pas concrétisées en montagne. Et c'est principalement parce que l'offre est perçue comme super active, très sérieuse, très hardcore finalement, et trop marchande. Les gens ont l'impression que dès qu'ils viennent en montagne, on va leur piquer leur portefeuille, alors que ce n'est pas toujours le cas, très loin de là. En été notamment, on voit qu'il y a énormément d'activités qui sont offertes et relativement simple d'accès. Donc, on a vraiment un énorme travail à faire auprès de la clientèle pour la rassurer et pour casser ce mythe d'une montagne estivale payante à tout craint. Donc voilà, ça peut être assez intimidant, mais pour autant, les motivations sont assez fortes. Alors, d'une manière générale, les stations de montagne, elles ont 4 défis principaux pour, j'ai envie de dire, à minima les 30 prochaines années. J'aimerais que ce ne soit que les 30 prochaines années meilleures.
Donc, le premier défi, eh bien, c'est de faire face aux impacts du changement climatique. Elles n'ont pas le choix, elles vont devoir changer de business model. Alors, notamment sur la monoactivité du ski, tout simplement parce que le rapport du GIEC, donc le rapport spécial du GIEC sur les terres émergées est vraiment sans équivoque sur le sujet. D'ici à 2050, quoi qu'on fasse, si on se met en mouvement maintenant et qu'on prend les mesures les plus drastiques en matière de lutte contre le réchauffement climatique, ça ne changera rien d'ici à 2050. On aura entre moins 10 et moins 40% d'enneigement naturel en moins. Donc c'est vraiment considérable. D'ici à 2050, si aujourd'hui on prend ces mesures drastiques, eh bien on peut tout simplement limiter et arrêter ce réchauffement climatique et donc se contenter de ces moins 10 à moins 40% selon les massifs d'enneigement naturel. Mais si on ne fait rien, eh bien cet enneigement naturel pourra diminuer jusqu'à moins 90% d'ici à 2100. Donc, vous voyez que dans 80 ans, si on ne fait rien aujourd'hui, eh bien on ne pourra plus skier comme on skie aujourd'hui. Alors, j'ai quand même une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que pour les stations qui sont correctement qui ont des équipements en neige de culture corrects, c'est-à-dire à minima au moins 45% de leur surface couverte, eh bien, dans les 30 prochaines années, elles pourront continuer à exploiter peu ou prou à peu près normalement, c'est-à-dire comme on l'a connu ces 30 dernières années. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Pour les marques qui vendent du matériel de sport d'hiver, eh bien, vous avez encore 30 ans de vie, j'ai envie de dire. En tout cas, vous avez 30 ans pour pouvoir vous mettre en mouvement pour changer de business model si jamais nous ne faisons rien collectivement pour lutter contre le réchauffement climatique. Pour ce qui est du deuxième défi, on a un vrai problème de conversion de la clientèle. En fait, notre clientèle, elle est vieillissante, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et on fait très peu de choses pour remettre ou mettre sur les skis de nouveaux pratiquants. Donc du coup, eh bien, ce nombre de pratiquants, l'hiver en tout cas, est en train de diminuer et c'est à peu près 2,5% de pratiquants en moins par saison. Donc on a vraiment du travail à faire, là encore, collectivement, les marques, mais aussi les destinations, pour remettre les gens au sport d'hiver. Le troisième défi, c'est le fait que les clients ont des aspirations qui évoluent, avec des attentes qui sont de plus en plus élevées, de plus en plus exigeantes. Et on voit bien que finalement, on arrive à la fin d'un modèle, c'est la fin de monoactivité, c'est la fin de l'hégémonie des sports d'hiver. Et on a à peu près 4 heures par jour où les gens font du ski, mais tout le reste du temps, ils font d'autres choses et ils aspirent à d'autres activités. L'autre élément qui est très important, c'est notamment pour les hébergeurs. Ça signifie que les gens ne veulent plus venir sur des séjours 7 jours, 6 nuits. Et donc, on ne peut plus gérer des stocks comme on faisait comme avant. Dorénavant, il faut gérer des flux. Les gens, ils veulent venir en midweek, ils veulent venir pour des week-ends, ils veulent venir à la journée, bien sûr, ou quelques heures. Et il faut être capable de leur proposer une offre qui corresponde à ces attentes de consommation qui sont plus courtes, mais aussi plus rapides, avec un turnover plus important. Au final, je pense que c'est une très bonne chose parce qu'en fait, ça peut générer plus de recettes que si on continue sur les modèles actuels qui sont certes pratiques en termes de gestion, mais en termes de revenus qui ne sont pas optimisés. Et le dernier défi, et pas des moindres, on en parle très peu, mais il est extrêmement important, eh bien, c'est le recrutement et la fidélisation des talents. En fait, c'est très difficile pour les stations de montagne de recruter des personnes qui sont compétentes et surtout de les fidéliser. Alors pour moi, j'y vois quand même une opportunité parce que la génération des millennials est plutôt en recherche de qualité de vie et a besoin de sens dans ses activités professionnelles. Donc à nous, professionnels du tourisme et des marques de sport, de leur montrer que ce qu'on fait a du sens et permet finalement à nos talents de se développer à la fois personnellement mais aussi professionnellement. Alors tout ça c'est bien, mais ça c'était avant et la crise sanitaire a quand même sacrément secoué les stations. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a eu certes un enneigement naturel qui a été assez faible en début de saison. On a eu un mountain bashing qui a été absolument énorme, c'est-à-dire qu'il y a eu un dénigrement de la part des médias, des stations de montagne, de leur exploitation touristique hivernale en début de saison. Pour autant,
eh bien, les Français ont particulièrement consommé la montagne cet hiver, puisque les stations ont fait le plein. Je crois que sur la Savoie et la Haute-Savoie, on a eu plus de 79% de taux de remplissage des hébergements, ce qui est un excellent score. Mais tout ça était vrai jusqu'au week-end du 14 mars, où en 24 heures, l'ensemble des stations de ski françaises ont dû évacuer 100% de leurs clients qui étaient arrivés le jour même. Donc, je vous laisse imaginer le traumatisme à la fois pour les équipes qui ont dû quelque part mettre à la porte les clients, mais aussi pour les clients parce que personne ne travaille toute l'année pour se payer son séjour à la montagne et quelque part se faire virer en moins de 24 heures. Donc ça a été assez dur et j'espère que les clients ne nous en voudront pas quelque part et seront toujours partants pour revenir. Alors, qu'est-ce que ça signifie en gros? Eh bien, en termes de chiffre d'affaires, ça représente à peu près 15% de pertes pour les stations, mais avec une répartition au niveau national qui est pas du tout la même. C'est-à-dire que les stations de très basse altitude et les stations de très haute altitude sont celles qui ont le plus empathie de tout ça. Alors pourquoi pour les stations de haute altitude? Eh bien parce qu'en général, en fait, entre le 15 mars et le 8 mai, qui est à peu près leur date de fermeture pour celles qui restent ouvertes le plus longtemps, eh bien ça représente 5 à 6 semaines d'exploitation en moins. Et en termes de chiffre d'affaires, eh bien ça veut dire que ça peut aller jusqu'à 20, voire moins 20, voire moins 30% selon les stations de chiffre d'affaires. Donc c'est énorme. Souvent, ça représente en fait leur capacité d'investissement pour l'année d'après. Et actuellement, en fait, beaucoup de stations en France, mais aussi dans le monde, ont annoncé qu'elles ne pourraient pas conduire les investissements qu'elles voulaient faire cet été et l'hiver prochain. Donc, un pourcentage de chiffre d'affaires en moins qui est important. Et pour vous donner un ordre d'idée, donc l'Association nationale des maires des stations de montagne a annoncé il y a quelques jours que ça représentait 1,8 milliard d'euros de consommation touristique en moins pour les territoires de montagne. Donc, le manque à gagner, il est absolument énorme. Mais au milieu de tout ça, j'ai quand même quelques bonnes nouvelles parce que je voulais vous transmettre beaucoup d'optimisme aujourd'hui. Donc les bonnes nouvelles, eh bien, c'est que les études de consommation, enfin, de consommateurs auprès des Français montrent que 78% des Français pensent consommer plus ou comme avant le confinement une fois les mesures de confinement tombées. Donc ça, c'est plutôt bon signe. En fait, beaucoup d'entre eux sont un peu sur la réserve en ce moment, ne consomment pas comme ils le feraient habituellement et donc ils reportent leurs achats pour, espérons-le, le 11 mai. Bien entendu, en raison notamment des fermetures de frontières, eh bien, on a des déclarations de choix de destination qui se portent naturellement sur la France. Donc, on a 88% des Français qui ont déclaré choisir la France plutôt que l'étranger pour leurs vacances cet été. Vacances qui sont sacro-saintes pour les Français. Ça, c'est une spécificité française. Les vacances l'été sont extrêmement chères pour eux. Ils y tiennent. Et en général, il faut quelque chose de très grave pour qu'ils reportent cette dépense. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que 65% des Français interrogés s'imaginent absolument pas réserver leurs vacances avant la fin du confinement. Donc, si vous n'avez pas de réservation maintenant, ne vous inquiétez pas, elles vont venir. Et d'ailleurs, on a 44% des Français qui comptent réserver leurs vacances dans les 30 jours qui suivent la période de confinement. Par contre, il y a quand même un critère qui est essentiel pour eux, c'est qu'ils disent qu'ils veulent absolument avoir des conditions d'annulation à la dernière minute et sans frais. Et ça, ce sera un critère essentiel pour pouvoir mettre des hébergements facilement en vente à la location, dans les semaines qui viennent. Donc la reprise pourrait être rapide, et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Par contre, il ne faudrait surtout pas commettre l'erreur de penser que vous allez redémarrer à l'identique. Ce n'est pas du tout le cas. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, le confinement, ça a été une période extrêmement propice à la réflexion pour les Français. Et d'une manière générale, en fait, ça a été une sorte de catalyseur, enfin, c'est une sorte de catalyseur de tendances de fond qui sont présentes depuis, j'ai envie de dire, 2008, 2009, 2010 à peu près. Donc là, elles vont exploser très fortement dans les 24 mois qui viennent. Alors, comment finalement les touristes vont-ils se comporter et quelles sont leurs attentes? Bien, ce que je vous propose, c'est de vous faire une sorte de portrait de ce que seront les touristes dans les mois qui viennent. Alors, c'est Stéphane Rossard, qui est le fondateur de l'agence Planète Expérience,
qui estime que le voyageur sera humain. C'est comme ça qu'il l'appelle, et il a décrit un certain nombre de traits. Donc ce nouveau voyageur humain, il sera concerné, il sera collectif, il sera curieux, conscient et communicant. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quand on lit ça et quand on écoute ça, on a un peu l'impression que c'est de la flûte de consultant, mais pas du tout. Il y a une réalité bien concrète derrière. Concerné, eh bien, ça veut dire que notre voyageur humain, dans les mois qui viennent, eh bien, il aura de plus en plus envie de s'impliquer dans des actions locales, solidaires. Il aura envie de s'insérer dans le cadre d'un projet en fonction de compétences qu'il a déjà ou de compétences qu'il pourrait acquérir. Il est extrêmement sensible à tous les éléments liés, bien sûr, à la préservation de l'environnement, mais bien entendu à tout ce qui touche à des aspects santé et sanitaire. Donc, on va avoir un accroissement de demande pour la participation à des projets locaux en montagne. Ça, je pense que ça va être très intéressant. Alors, il est collectif, ce voyageur humain. Alors, certes, il a besoin de personnalisation, même d'hyper-personnalisation de son séjour, mais il a aussi conscience que le voyage en lui-même est une activité qui est impactante socialement, économiquement et bien entendu d'un point de vue environnemental et écologique. Et donc pour lui, c'est important de choisir en connaissance de cause, et c'est aussi important pour lui de comprendre que son voyage, il a une action, il a un impact, il y a une forme d'interdépendance avec l'action et l'impact des locaux qui exploitent touristiquement un territoire. Donc de plus en plus, eh bien, les clients font attention à cet impact et essayent de le limiter le plus possible et vont choisir des destinations qui font des efforts supplémentaires pour préserver l'environnement notamment. Donc préserver certains aspects sociaux ou valoriser certains aspects sociaux. Notre voyageur humain, il est curieux, ça veut dire qu'il est en recherche d'informations qui sont très actualisées, qui sont riches. L'idée, c'est pas de faire du bruit, notamment sur les réseaux sociaux, c'est d'amener des contenus qui lui permettent, pendant ses vacances, mais aussi en amont et en aval, d'en apprendre davantage sur les lieux qu'il va visiter et d'en apprendre davantage sur les pratiques qu'il va réaliser. Donc ça, c'est très important parce que pour les marques notamment, ça va permettre de réinjecter du storytelling, réinjecter en fait des éléments d'histoire tant de la marque et des produits, mais aussi des activités sportives qu'on peut pratiquer avec ces produits. Notre voyageur humain, il va être conscient, ou il est conscient, donc il est très sensible, comme je vous le disais, aux enjeux sociétaux, et c'est toutes les décisions qu'il prend, notamment dans ses choix de vacances, elles sont prises en conscience, et il assume ses responsabilités de choix. Donc, il faut lui donner des clés dans notre communication pour le rassurer sur le fait qu'il fait le bon choix de destination, qui va être une destination respectueuse à la fois des hommes, mais aussi de son environnement. Et enfin, dernière caractéristique, il est communicant. Ça veut dire qu'il échange à la fois pour comprendre ce qu'il voit, ce qu'il expérimente, mais aussi pour s'enrichir et pour le transmettre, bien entendu, via les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens comment ils vont consommer finalement en montagne dans les semaines, mois, voire années qui viennent? Il y a 5 tendances que j'ai identifiées. Je ne rentrerai pas dans le détail tout de suite, mais ce qu'il faut comprendre dans les grandes lignes, c'est que on va vraiment passer d'un tourisme de masse à un tourisme d'espace. Alors attention, c'est une tendance qui est très clivante. Il faut distinguer le tourisme de masse du tourisme populaire. Mais ce qu'il faut retenir de cette tendance, c'est que c'est vraiment la notion d'espace, le fait de se sentir un peu seul au monde pour quelques heures, qui est recherché par les utilisateurs. Par les clients. Ils veulent une expérience qui soit sur mesure, mais sans couture. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit hyper personnalisé, mais très fluide. Il ne faut pas qu'il y ait de rupture de charge entre le moment où ils ont réservé le séjour, le moment où ils partent en séjour, et le moment où ils vivent le séjour, et le moment où ils rentrent chez eux. La troisième tendance, donc ce que j'appelle l'hypertourisme, en fait, c'est une sorte de passage entre l'hyperconnexion et l'hyperdéconnexion. On a de plus en plus des gens qui veulent vivre des expériences avec de la réalité virtuelle, par exemple, mais qui veulent aussi, à tout moment, pouvoir se déconnecter complètement, être en digital detox pour quelques jours. Donc, il y a des initiatives sur les territoires de montagne qui sont hyper intéressantes en ce moment et que je vous invite à regarder de très près. La quatrième tendance, c'est le fait de pouvoir faire du tourisme un peu partout et tout le temps.
Donc ça s'adresse principalement à nos clients régionaux qui peuvent faire ce qu'on appelle du slow tourisme, du staycation. Donc c'est le fait d'être chez soi et de partir faire une visite touristique sur son territoire dans un périmètre de 100 à 150 km autour de chez soi. Et c'est le fait de pouvoir le faire à tout moment, c'est-à-dire le week-end, bien entendu, mais pourquoi pas une demi-journée dans la semaine si on leur propose une offre intéressante pour le faire. Et puis la cinquième tendance, c'est le tourisme utile qui permet de satisfaire cette fameuse quête de sens qui est extrêmement forte dans notre société. Donc c'est le fait de voyager utile, de ne pas ou de visiter utile et de ne pas juste consommer de l'information, de consommer du site et puis repartir sans avoir apporté sa contribution globale à la. Donc, on voit que ces 5 tendances qui sont très fortes, qui vont vraiment être chevillées au corps de nos clients dans les années qui viennent. Alors concrètement, tout ça c'est bien, mais comme je dis souvent, il n'y a rien de pire que d'écouter un consultant parler sans ensuite savoir comment on met tout ça en œuvre. Alors, la première chose, je vais répondre à une question que j'ai vue passer récemment, c'est est-ce qu'il faut communiquer ou pas? Est-ce que finalement c'est la crise, c'est pas le moment, les gens n'ont pas envie d'entendre parler de nous? Eh bien, la réponse, elle est sans équivoque, c'est oui, il faut communiquer. En fait, il est plus risqué de communiquer que de ne pas le faire. Pourquoi? Eh bien parce que les marques qui réduisent leur budget de communication en période de récession, très très souvent ressortent affaiblies. Je vous ai mis un petit schéma que vous pouvez voir à l'écran où on voit que sur une période de 5 ans, eh bien, les marques qui ont plus investi, c'est celles en fait qui ressortent de la crise soit au même niveau que au bout de 5 ans, donc que là où elles sont rentrées 5 ans précédemment, soit même plus fortes encore. Donc, ne coupez pas vos budgets de communication et vos budgets marketing, c'est la pire des choses à faire. Je voudrais vous donner un exemple qui est issu, un exemple très concret qui est issu de la crise du 11 septembre 2001, que vous connaissez tous. Toutes les compagnies aériennes se sont mis à casser leurs prix, à couper en fait dans toutes les actions qui permettaient de rendre le voyage agréable. Par exemple, les boissons étaient plus offertes, elles devenaient payantes, les repas, etc. Et en fait, il y a une seule compagnie, une seule dans le monde qui a augmenté son niveau, la qualité de ce service et du confort de voyage. Et c'est la seule qui, 5 ans plus tard, était plus rentable que toutes ses concurrentes à paramètres constants. En l'occurrence, c'est Southwest, donc une compagnie américaine. Donc, en période de crise, c'est pas le moment de couper le marketing, les budgets marketing, c'est pas le moment de couper la communication et c'est surtout pas le moment de couper les efforts pour monter la qualité de service, bien au contraire. Alors, communiquer, ok, mais comment? Eh bien, en fait, pardon, il faut communiquer, bien entendu, auprès de vos partenaires, les parties prenantes du territoire, tous les socioprofessionnels du territoire, mais aussi les ambassadeurs du territoire, vos clients, vos prospects, potentiellement, tous vos partenaires, vos fournisseurs. Hein, pour les territoires, vos partenaires, ça peut être des marques notamment, et pour des marques, ça peut être des territoires, pardon, et bien entendu, des médias. Parce que les médias, eux, ils continuent leur vie. Donc, si vous ne prenez pas la parole dans les médias, eh bien, d'autres le feront pour vous. Et pendant ce temps-là, eh bien, ce n'est pas vous dont on parle. Alors, il y a 2 enjeux majeurs dans les, je dirais, 2 à 4 mois qui viennent. C'est le premier, rassurer. Rassurez votre clientèle, rassurez tous les professionnels parce qu'ils ont aussi besoin, ils sont à même état que vous. C'est rassurer les parties prenantes et c'est rassurer vos clients. Vos clients, ils ont besoin de savoir que vous allez faire face à cette nouvelle situation, que vous avez fait des efforts ou que vous allez faire des efforts en matière sanitaire si c'est nécessaire, que vous mettez vraiment tout en œuvre pour qu'ils passent la meilleure expérience possible sur les territoires de montagne cet été. Et le deuxième enjeu, eh bien, c'est de convaincre. Parce que comme je vous l'ai dit, il n'y a que 24% de clients français qui viennent en montagne et quelque part, il faut les rassurer sur tous les freins que j'ai évoqués tout à l'heure, plus ce fameux frein lié à la crise sanitaire et aux peurs réelles ou fantasmées d'avoir une forme de risque d'exposition au virus s'il était encore là cet été notamment. Pour ça, il va falloir être hyper cohérent.
C'est-à-dire que il y a tellement d'infox, de fake news en ce moment que les gens ils savent plus finalement démêler le vrai du faux. Et c'est à vous les marques et à vous les territoires d'être très très cohérents et très clairs dans vos messages. Centrez vos messages sur votre proposition de valeur, c'est-à-dire sur les bénéfices que les clients vont pouvoir ressortir d'une expérience sur votre territoire ou avec votre marque. Et évitez tout opportunisme commercial ou de marque. Donc, il y a 3 thématiques qu'il faudra aborder. Les atouts, bien sûr, de votre destination, comment on va pouvoir pratiquer les activités disponibles, et puis tous les efforts que vous aurez faits, bien sûr, toutes les dispositions réglementaires que vous aurez mis en place pour garantir la sécurité sanitaire des visiteurs. Je passe un peu vite parce que je pense que le temps tourne. Je vous ai proposé un plan d'action en 7 étapes. En fait, ça correspond aux différentes cibles que vous avez, mais aussi à des temps de communication. Donc, privilégiez d'abord l'interne, c'est d'abord vos collaborateurs professionnels, mais ensuite, ensuite vos ambassadeurs, vos clients et tous les touristes que vous visez, donc d'abord régionaux et puis ensuite sur des périmètres plus éloignés. Alors, question, comment est-ce qu'on va pouvoir pratiquer la montagne dans les prochains mois, donc cet été, mais aussi cet hiver? Alors, j'ai abordé ce sujet sous 3 angles, parce que c'est ceux qui me semblaient les plus complexes. Donc, le transport, je pense que très clairement, c'est malheureux de le dire, mais le transport routier sera le grand gagnant dans les prochains mois, parce que c'est lui qui va permettre de garantir la meilleure distanciation physique des populations. Donc les gens viendront principalement en voiture. Pour ce qui est des remontées mécaniques, il y a des initiatives hyper intéressantes qui ont été développées, notamment à Mont Baldy, donc c'est en Californie du Sud, où en fait ils ont réouvert leur station juste avant la fin de leur saison. Ouais, j'ai coupé. Et Lily, on t'entend. Et en fait, ce qu'ils ont proposé, c'est des créneaux embarqués. Donc ça signifie. Il faut peut-être. Lily, on t'entend. Lui dire qu'elle ne soit pas étonnée de plus voir. Lily, on t'entend. Ah, pardon. Merci. Donc, j'étais en train de vous dire que Mont Baldy a proposé des créneaux horaires pour embarquer. Donc, en fait, c'est comme à l'aiguille du midi. On vous dit, bah voilà, vous venez avec votre guide, vous avez entre 7h50 et 8h le matin pour venir, c'est votre créneau. Et bien là, ce sera effectivement le cas pour les remontées mécaniques. Il y aura aussi un marquage au sol qui pourra être proposé dans les files d'attente pour maintenir une distance suffisante entre les clients. Et puis, bien entendu, la limitation du nombre de personnes sur les sièges et cabines. À Mont Baldy, par exemple, ils étaient à 4 personnes maximum de façon à limiter la propagation. Alors, il y a une réflexion autour de la désinfection des cabines, une après chaque utilisation par le personnel, avec des aérosols en fait qui sont assez puissants, qui sont des aérosols qui sont aussi diffusés dans les avions quand vous allez en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Je suis assez sceptique par rapport à cette proposition parce qu'en fait ça expose quand même les personnels d'exploitation à des doses qui peuvent à terme devenir assez toxiques, notamment sur leur voie pulmonaire. Donc voilà, à voir si ça semble viable ou pas. Je ne suis pas experte sur le sujet. Et puis, le troisième prisme, donc comment les hébergements vont s'adapter, eh bien, on voit de plus en plus d'hébergements qui vont proposer des check-in ou des check-out en ligne, notamment avec son téléphone. Le téléphone, d'ailleurs, pourra servir aussi de clé pour pouvoir rentrer dans son appartement ou dans sa chambre d'hôtel ou pour pouvoir ouvrir son casier à ski. En termes de ménage, on voit aussi des initiatives pour proposer des sacs pour collecter en fait le linge de tout ce qui est serviettes, draps, le mettre dans le couloir et puis ça permet aux femmes de chambre en fait de le récupérer tous les jours pour le changer et puis c'est vous qui faites votre lit finalement. Entre le passage des clients, il y a des petits appareils qui existent maintenant qui permettent de désinfecter intégralement, enfin à 99%, toutes les surfaces d'une chambre. Donc, probablement qu'un certain nombre d'hébergeurs vont s'équiper avec ce type d'appareils qui ne sont pas
si cher que ça. Et puis, on a aussi de l'amélioration, enfin des changements sur les services de chambre, donc un peu comme les livreurs de pizza ou de sushi actuellement. En fait, on va vous déposer votre plateau repas devant votre chambre et puis il faudra attendre que le personnel soit parti pour le récupérer. Et bien entendu, ça signe aussi la fin des formules buffet pour tous les hébergeurs qui proposent des petits déjeuners ou même des repas midi et soir sous des formats buffet. Ce sera beaucoup plus compliqué, voire même complètement impossible dans les mois qui viennent. Voilà, j'ai essayé de faire vite pour faire un état des lieux et avoir surtout des questions, parce que je crois que c'est vraiment les échanges qui sont intéressants. Donc, je vous propose qu'on regarde ces questions ensemble. Et je voudrais, ce sera mon message de la fin de ma présentation, vous dire simplement que les challenges, ils semblent importants, ils semblent impressionnants. Moi, je suis sûre que collectivement, on va tous y arriver. Voilà, Lily, je te laisse me transmettre les questions. Merci Armelle, merci pour cette dose d'optimisme et pour toutes tes précisions. C'était très intéressant. Effectivement, on va passer à la phase de questions-réponses avec les participants. Donc, je vous invite à poser vos questions. Moi, j'en ai une pour commencer. Et ce serait tout d'abord, comment est-ce que les professionnels du tourisme se préparent à accueillir les visiteurs dans les 2 à 6 prochains mois qui arrivent? Pour toi, est-ce qu'il y a une tendance qui émerge? Oui, je crois que pour la première fois, il y a une tendance au jeu collectif. Je veux dire sincèrement, avant il y a eu des tentatives et c'était pas toujours efficace, mais là réellement, les professionnels du tourisme ont compris qu'ils ne pouvaient que se serrer les coudes, et ça c'est une très bonne chose. Après, le sujet pour eux, c'est principalement rassurer sur les aspects sanitaires. Et on voit qu'il y a beaucoup de communications qui sont faites autour de ça pour ceux qui communiquent. À ma grande surprise, en fait, je trouve que les destinations ne communiquent pas suffisamment et qu'elles ne gardent pas suffisamment le lien avec leurs clients. Et c'est assez dommageable d'ailleurs parce que il faut savoir que 75% des clients qui ne reviennent pas dans une destination, par exemple, ne le font pas parce qu'elles n'ont pas eu une bonne expérience, mais parce qu'en fait, la destination ne leur parle plus. Elles n'ont plus de contact avec cette destination. Donc, on a quelque part perdu des clients parce qu'on n'aura pas assez parlé. Donc, je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que les destinations de montagne mettent en œuvre rapidement. Oui, il faut garder le lien, c'est important, surtout en cette période. Du coup, alors on a une question de Nathalie Pejon et qui aborde une question intéressante sur le Brexit. Est-ce qu'on a une idée de l'impact du Brexit sur les stations françaises, étant donné que, comme tu le disais en début de présentation, on a beaucoup d'Anglais qui viennent pratiquer dans les stations françaises? Alors, pour moi, au-delà des questions sanitaires, si on est strictement sur le sujet du Brexit, en fait, le sujet, c'est pas tant la fréquentation par les clients du Royaume-Uni, c'est plutôt la question des contrats de travail des collaborateurs britanniques qui travaillaient en France sous contrat britannique et pas sous contrat français. Et là, je pense que ça va être effectivement très compliqué. Ce que je sais, c'est que Jean-Luc Bock de France Montagne et tous les représentants de la NMSN, mais aussi d'un certain nombre d'organismes, travaillent pour trouver des solutions pour l'hiver prochain. Je ne sais pas ce qu'il en est du tout pour cet été, mais très clairement, ils sont sur ces sujets-là pour cet hiver. D'accord, merci Armelle. Ensuite, on a une question de Thomas Lecoq qui se demande, vu le contexte, pardon, tu en parlais tout à l'heure, le constat, c'est que les professionnels se sont rendus compte que le consommateur était vieillissant et restait un peu moins longtemps et avait d'autres aspirations. Et du coup, il te demande, est-ce que tu sais comment les professionnels, ou est-ce qu'il y a une tendance sur, est-ce que les professionnels vont réussir à s'associer et à anticiper cette question pour l'avenir, sachant que c'est un constat qui dure depuis un moment et que pour l'instant, ils n'ont pas réussi à se rassembler. Bon, je suis rentrée dans cette industrie en 2008. C'était déjà le problème. Personne n'en parlait. Ça fait 2-3 ans seulement qu'on en parle réellement en France. Pour moi, qui suis une très grande partie de l'année en Amérique du Nord, c'est un sujet qui traite depuis plus de 15 ans. Donc, on voit qu'on n'est pas du tout au même niveau. Je ne peux pas répondre pour la France parce que très clairement, j'ai strictement aucune initiative réellement pertinente sur le fait de remettre les gens au ski. Alors, on peut parler du printemps du ski, mais
ça reste limité. Par contre, ce qu'on voit, c'est toutes les initiatives qui ont lieu à l'étranger et tous les programmes de conversion qui ont lieu à l'étranger qui sont assez impressionnants. Et notamment en Amérique du Nord, ils ont développé à l'échelle nationale en fait ce qu'ils appellent la Conversion Cup, qui est une sorte de trophée, hein, qui est un énorme trophée. Il fait 1m20 de haut d'ailleurs, un gros machin, enfin American size quoi. Et c'est un trophée qui n'a pas vocation à rester tous les ans dans la même station, c'est-à-dire qu'il se passe d'une destination à une autre. Et l'idée, c'est chaque année, toutes les destinations concourent pour présenter le meilleur programme de conversion avec les meilleurs résultats, et celle qui a bien entendu les meilleurs résultats remporte le trophée pour l'année. Alors, pour vous donner les grandes tendances, en fait, c'est des programmes plutôt sur 3 ans, et c'est ça qui est intéressant, c'est parce qu'ils sont sur de la longue durée. La conversion d'un skieur, c'est pas sur une fois, c'est sur du long terme. Et donc, du coup, les propositions qui sont faites, c'est en année 1, c'est offrir le forfait pour la saison, offrir les cours de ski pour la saison, offrir la location du matériel pour la saison. J'ai bien dit offert, j'ai pas dit gratuit. C'est la même chose au final, mais dans la tête du client, c'est pas du tout la même chose. Donc ça, c'est important de lui faire comprendre que ça a un coût. C'est important en année 3 notamment. Donc tout ça est offert la première année pour leur faire goûter finalement les plaisirs du ski. En année 2, selon les stations, on leur fait payer par exemple 25% du prix pour voilà, leur faire comprendre que ça a un coût et continuer quand même à soutenir l'effort. Et en année 3, eh bien, ça va être 50% du prix qui va être payé et en année 4, 100% du prix. Ce qu'on voit, c'est qu'on a un taux de conversion supérieur à 25% au minimum et ça va jusqu'à 70% selon les destinations grâce à ce type de programme. Donc, ça veut dire que c'est un investissement pour les stations et les marques, mais aussi les retailers sur 4 ans finalement avant d'avoir un ROI complet auprès de nouveaux pratiquants. Donc, je trouve que c'est intéressant, mais clairement, ça a un coût. Et ce qui est intéressant, c'est aussi, tout ça, c'est porté nationalement. Oui, et donc du coup, il y a un vrai intérêt à ce que tous les acteurs de la montagne se fédèrent. En fait, il faut vraiment arriver à les réunir pour qu'ils puissent mettre ça en place. Entre eux, c'est-à-dire c'est à la fois d'accord entre les moniteurs de ski, entre les exploitants de montée mécanique, entre les retailers, éventuellement les hébergeurs aussi, parce qu'il n'y a pas de raison, et qu'à un moment, créer ces programmes entre eux, qui peuvent être différents d'une station à l'autre ou communs, par exemple, je sais pas moi, tout le groupe de la compagnie ESAP pourrait proposer une offre commune sur ces différents sites, c'est pas impossible. Et donc, l'idée derrière ça, c'est qu'à un moment, eh bien, ils se motivent les uns les autres pour essayer de faire toujours mieux que leurs confrères, mais néanmoins concurrents. D'accord, merci. Du coup, on a aussi une question de Thomas Rouault qui t'interroge sur l'ouverture des Club Med de montagne qui ne sont pas ouverts normalement en été, par exemple aux Arcs ou à Val Thorens. Voilà, quelles sont les perspectives pour ce genre de structure? Alors, le Club Med étant un client, je vais exercer mon droit de réserve. D'accord, y a pas de souci, c'est normal. Du coup, on a une question de Jean-Marie Latuile qui se demande quel est le rôle des marques de l'outdoor et quel rôle elles peuvent jouer pour participer à la reprise de l'économie et du développement touristique dans les montagnes. Qu'est-ce que toi, tu imagines ou qu'est-ce que tu as entendu sur les actions qui peuvent être mises en place? Alors, merci beaucoup de poser cette question, qui est à mon avis la grande question essentielle. Alors moi, je crois énormément au co-branding, c'est-à-dire au fait de créer des actions communes entre les destinations touristiques et les marques de sport outdoor, à la fois, bien sûr, pour des aspects de communication grand public, global, sur les deux marques, mais aussi pour montrer en fait ce qui est possible de faire. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir une communication qui soit pédagogique et qui casse ces fameux freins perçus de la pratique en montagne. Et donc, quelque part, souvent, en fait, les marques, elles ont plus de savoir-faire ou des moyens plus importants que les destinations touristiques pour donc, elles ont des athlètes, des poules d'athlètes de haut niveau, elles ont aussi du matériel qu'elles peuvent prêter. Et les destinations touristiques, eh bien, elles ont le terrain de jeu. Donc, si ces deux mondes se parlaient un petit peu plus, eh bien, on pourrait faire des campagnes qui soient plus effectives, qui soient plus belles, qui soient relayées sur
plus de communautés, des communautés plus larges, que si chacun communique dans son coin sans trop se consulter. Donc moi, j'invite véritablement les marques à démarcher les destinations touristiques et les destinations touristiques à aller voir les marques qui correspondent le plus en termes de valeur. Donc, il faut aussi regarder sa plateforme de marque, regarder quels sont ses piliers et ses valeurs et voir comment, entre elles, eh bien, elles pourraient construire des projets et construire des belles campagnes. Ce sont des choses qui existent déjà à toute petite échelle et qu'il faudrait vraiment développer davantage. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que les destinations de montagne, eh bien, ce sont des laboratoires. Et on voit que notamment la station d'Avoria est devenue une sorte de laboratoire à ciel ouvert pour des marques comme Orange, par exemple, ou d'autres, qui viennent tester du matériel en conditions réelles ou tester des pratiques auprès de leurs utilisateurs sur des échantillons d'utilisateurs. Et du coup, il faut savoir quand même que l'Office de tourisme d'Avoria génère 2 millions d'euros de recettes grâce à ces partenariats. Donc, c'est pas inintéressant pour les destinations touristiques et c'est aussi très intéressant pour un certain nombre de marques qui ne sont pas nécessairement issues du secteur des sports outdoor pour pouvoir avoir des retours clients et faire des études qui soient vraiment pertinentes et qui leur permettent de faire des bons choix stratégiques ensuite. Je profite, merci pour ce retour. Et je profite du fait, tout à l'heure, tu disais, bon, bah voilà, le Club Med, c'est un client, donc tu exerces ton droit de réserve. Mais on a Stéphanie Roland qui se pose la question, du coup, plus globalement, bah, qu'en est-il des réouvertures, certainement des centres sportifs avec piscine, patinoire et spa? Et je complète parce que Thomas Rouault demande aussi pour l'ouverture des remontées mécaniques cet été. Et du coup, bah, en fait, il y a des infos qui circulent disant que pour limiter les pertes d'exploitation, on demandait à ne pas réouvrir. Et du coup, pour celles qui réouvrent, quelles sont les conditions d'exploitation? Et alors, il y a une petite précision, notamment l'aiguille du Midi. Oui, effectivement, parce qu'on ne pourra certainement pas rentrer 3 ou 4 personnes dans un téléphérique en termes d'exploitation, ce serait un gros financement. Très sincèrement, je ne sais pas à ce stade. Je crois que la date du 2 juin a été annoncée pour pouvoir répondre à un certain nombre de ces questions. Et d'ailleurs, ça touche à toutes les infrastructures de type piscine, tennis, etc. Donc, pour l'instant, on est dans une grande incertitude et on n'a pas trop d'informations sur ce sujet-là à ce stade. En tout cas, moi, j'en ai pas. Oui, comme tu le dis, de toute façon, les précisions viendront par le gouvernement et les institutions début juin. D'accord. On a Ingrid Menet qui interroge justement pour en revenir de tout à l'heure aux pratiquants étrangers qui viennent pratiquer en France. Est-ce qu'il y a des tendances aussi? Est-ce qu'il y a eu des études sur le fait est-ce qu'ils reviendront pour la saison prochaine sur notre territoire? C'est une très bonne question. Savoie Mont Blanc Tourisme vient de lancer une série de 4 études qui va être, une étude sous la forme de 4 vagues. Qui va être déployée là dans les semaines qui viennent. Donc, je pense qu'ils communiqueront probablement d'ici 4 à 6 semaines avec ces résultats. Donc, pour l'instant, on ne le sait pas du tout. Enfin, moi, en tout cas, j'ai rien trouvé autour de cette question-là. Je suis désolée. Oui, c'est certainement encore un petit peu tôt. Et du coup, on a de nouveau Nathalie Pejon qui nous pose une question sur avec une spécificité, c'est le ski de rando qui concilie montagne et distanciation finalement. Alors, qu'en est-il de ce type de pratique où on peut allier pratique outdoor et distanciation sociale? Alors, c'est bien sûr une pratique qui est très en vogue. J'ai fait un support sur le sujet sur SlideShare si vous voulez avoir tous les chiffres clés de ce marché. Et il y avait d'ailleurs, il y a quelques années, une présentation par Guillaume Desmures et Gino Décidier dans le cadre d'une soirée thématique OSV. Donc, vous pouvez retrouver dans My OSV le support de présentation qui était très bien fait. Donc, très clairement, oui, je crois que c'est un marché sur lequel on peut miser très fortement, à la fois parce qu'il correspond aux attentes sociétales du moment, mais aussi parce qu'ils répondent aux contraintes sanitaires du moment. Ce
qui est intéressant de voir, c'est que les stations montagne, elles se mettent peu à peu au pas. Hein. On voit que, notamment à la Clusaz, il y a des offres qui sont très intéressantes. À Combloux, il y a des choses qui sont très, très chouettes qui sont faites aussi. Et là, on voit qu'il y a des très beaux partenariats, d'ailleurs, marques ou retailers et territoires et sociétés d'exploitation de remontée mécanique pour certains, parce que le ski de rando, ça c'est aussi au départ de certaines remontées mécaniques. Donc il y a des choses très intéressantes qui sont faites et clairement, je pense que c'est pour l'hiver prochain, c'est une bonne idée de miser sur ce produit-là, même si, attention, ça reste quand même un produit qui a une image très physique, qui peut être effrayante et sur lequel il va falloir un peu casser ce mythe de l'activité fatigante ou pénible. D'accord. Et puis, bien sûr, le faire en toute sécurité, vu la situation. Du coup, il y a une question de Benjamin Benetto qui rejoint un peu ces questionnements sur les différentes pratiques. Sa question, c'est est-ce que les législateurs, les fédérations n'auraient pas un rôle prépondérant dans la clarté de comment on peut reprendre en toute sécurité et dans les meilleures conditions les différentes pratiques. Et est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à mener de ce côté-là pour qu'on ait plus de connaissances des conditions de ce qu'on peut faire? Ben oui. Bien sûr. La réponse est tout simplement oui. On a une question de Florence Peset qui demande, bah voilà, est-ce que si le bashing en montagne est un phénomène plus marqué chez les millennials, et est-ce que le mountain bashing existe dans tous les pays ou est-ce qu'il est plus particulier en France? Alors, il a été très violent cette année en France. Je n'ai pas connaissance d'un phénomène identique sur les pays alpins, enfin, du cercle, pardon, de l'arc alpin. Je pense à l'Autriche, l'Italie, la Suisse. J'en ai pas du tout entendu parler. En Espagne non plus. En Amérique du Nord encore moins. Donc, je crois que ça a été un phénomène très fort cette année en France. Voilà, après, c'est pas un phénomène qui est propre aux millennials, hein, attention. C'est quelque chose qui a été d'abord provoqué par les médias et ensuite relayé par un certain nombre de personnes qui ont des convictions et qui sont militantes. Mais c'est souvent des gens qui n'ont pas toutes les informations. C'est des gens qui n'ont par exemple pas forcément lu le rapport spécial du GIEC et qui, je pense, souvent parlent sans trop savoir. Donc notre job, que ce soit les marques ou les destinations ou les fédérations ou le monde institutionnel, c'est justement de transmettre les bonnes informations avec des chiffres, en étant très factuel et pas nécessairement en injectant de l'émotion. Mais du coup, ben, voilà, Benjamin Benetto rebondit également. Mais du coup, en fait, effectivement, sur ces conditions et ces précisions de cadre de pratique, pour l'instant, il y a rien qui est prévu. Il y a pas, on ne sait pas, en tout cas, si les fédérations ont prévu de mettre quelque chose en place pour nous aider à savoir comment on agit. Et voilà, bah, du coup, ne risque-t-on pas d'avoir des changements et des changements de posture incessants, étant donné que rien pour l'instant ne paraît cadré? Bah, effectivement, en fait, tant qu'il n'y a pas de leadership autour du sujet, finalement, c'est ouvert et c'est ouvert à toutes les dérives. Donc, oui, je suis d'accord. Après, moi, je ne travaille pas du tout avec le milieu fédéral. Je n'ai pas eu l'occasion pour l'instant, donc je n'ai pas forcément accès à ces informations. Je n'ai pas constaté dans les médias de communication de la part des fédérations. Il y a bien sûr, OSV a pu relayer l'appel qui a été lancé par un certain nombre de médias pour la libération finalement des pratiques outdoor à partir du 11 mai. Mais au-delà de cette initiative, j'ai rien vu. La FFS, j'en ai pas entendu parler. Tout ce qui est, par exemple, le CAF, je n'ai pas entendu parler, alors qu'il pourrait avoir des choses à dire. Et voilà, il y a tout un tas d'organismes associatifs qui auraient pu prendre la parole sur l'organisation du sport et pour l'instant qui n'ont rien dit. Donc
je suis un peu sèche, un peu courte, parce que malheureusement, soit ils ne se sont pas mis au boulot sur ce sujet-là, soit ils l'ont fait, mais pas de façon suffisamment brillante. D'accord. Effectivement, il y a quand même quelques structures qui ont mis des choses en place, par exemple comme la Société des guides, qui a fait quelques petites préconisations, mais effectivement, pour le moment, c'est quand même pas la majorité. Et, et du coup, effectivement, il faut qu'on se fédère pour faire des propositions. Cyril Fauré nous pose la question de comment communiquer pour ne pas perdre le lien. Et que du coup, ben, voilà, avec la crise sanitaire, est-ce qu'il faut revoir les répartitions? Alors voilà, il nous dit que sa répartition budgétaire est plutôt de l'ordre de 30 à 60, 30-70 pour les budgets comme été-hiver. Et du coup, comment revoir cette répartition cette année et consacrer son budget à l'hiver prochain? Comment mieux répartir son budget? Alors, c'est marrant parce que moi, je réfléchis pas. Là, en ce moment, je réfléchis pas en saison, je vais réfléchir en objectif. Et je crois que la première chose, c'est de faire ce qu'on appelle de la brand awareness, c'est-à-dire développer la marque, l'image de marque et la notoriété de cette marque. Et puis ensuite, avoir une approche peut-être plus commerciale, pousser de l'offre, du service, etc. Donc, dans un premier temps, garder le contact, ça veut dire, et le développer éventuellement avec des prospects, ça veut dire parler de sa destination en disant bah, qu'est-ce que c'est quoi l'histoire, c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut y faire, qu'est-ce qu'il y a d'unique dans cette destination, qu'est-ce qui vous est propre, de singulier, qu'on trouve nulle part ailleurs. Pour moi, chaque destination, elle a un caractère unique et c'est à elle de le trouver, de c'est constitutif de son identité. Alors, très souvent, ce travail, il est assez facile. Il suffit d'aller regarder dans sa plateforme de marque. Si vous n'avez pas fait de plateforme de marque, eh bien, vous arrêtez toutes les actions de communication que vous êtes en train de faire en ce moment. Vous vous concentrez sur la création de votre plateforme de marque correctement et ensuite, vous travaillerez sur vos actions de communication parce qu'elles découlent finalement de votre plateforme de marque. Si la marque elle est bien posée, les actions derrière et le plan d'action est relativement simple. Et du coup, on a Maxime Schuller qui effectivement nous pose aussi une question sur la communication et qui nous pose une question plus sur effectivement les outils à utiliser. Quels sont ben, voilà, les leviers de diffusion de l'information et qu'est-ce que les marques, les institutions voilà, devraient produire actuellement pour relancer l'activité? Alors, puisque je connais un petit peu Maxime, c'est aussi des événements qui ont pris très, très cher. Hein. Le tourisme est sinistré, mais alors le secteur événementiel, c'est pire encore. Donc, comment une destination, enfin, avec quel outil, une destination ou un événement ou une marque pourrait communiquer? Eh bien, en ce moment, c'est très clairement les réseaux sociaux. Hein, c'est l'outil royal, j'ai envie de dire. Mais c'est aussi votre site web sur lequel, dans tout état de cause, il est intéressant de produire le plus de vidéos possible. Les podcasts aussi qui explosent. Depuis 2016, les podcasts explosent complètement. Donc, il y a des contenus super sympas à faire. Et puis, n'hésitez pas à vous inviter les uns les autres. C'est-à-dire, une marque peut inviter une destination, un athlète, et un athlète peut inviter un représentant de destination, un représentant de marque pour parler. Vous pouvez parler business, vous pouvez parler culture, vous pouvez parler histoire sur un événement, par exemple, qui a, je ne sais pas moi, si vous appelez le Derby de la Mèche et que vous avez plus de 30 ans d'histoire, il y a des tonnes d'anecdotes à raconter. Et du coup, bah, quand vous êtes la destination, la Grave, la Mèche, vous avez aussi des tonnes de choses à raconter sur cet événement. Donc, essayez d'avoir comme ça des rebonds et des choses croisées vont vous permettre de tisser un maillage d'informations et de vraiment communiquer sur votre événement. Par exemple, pour Maxime, qui gère un certain nombre de trails ou de slaloms vraiment très 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 longs, eh bien, il y a sûrement des choses, des anecdotes à raconter sur les coulisses de l'organisation de cet événement, sur pourquoi, d'où est venue l'idée de cet événement, qu'est-ce qui le fait vivre et qu'est-ce qui le fera vivre encore l'année prochaine, qu'est-ce que vous aimeriez faire pour l'année prochaine. Il y a une agence qu'on connaît tous très bien sur la place Sénécienne qui est Like That. Et en fait, eux, ils savent très, très bien communiquer sur justement l'année d'après. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas organisé l'événement de l'année 1, que déjà ils parlent de l'année 2, enfin, l'année 0, que déjà ils parlent de l'année suivante. Et c'est en faisant ce teasing
aussi qu'on crée du lien et qu'on donne envie aux gens, bien sûr, de venir à l'événement, mais de venir dans la destination ou de consommer la marque en question. Donc, anticiper dès maintenant. On a aussi on a aussi deux questions de Thomas Lecoq et Pierre Guedon sur l'activité scandinave. Du coup, est-ce que c'est le moment de développer les activités nordiques en cette période? Et puis, est-ce qu'un modèle scandinave pourrait être envisageable pour cibler une clientèle afin de limiter le tourisme de masse? Et pourquoi pas la création d'une charte de bonne conduite, du respect à la nature, comme en Islande ou autre idée de ce genre? Alors, il y a plein de questions là. Ouais. Oui, je pense que à la fois les activités nordiques correspondent aux aspirations sociétales de nos consommateurs et en plus elles répondent assez facilement à nos contraintes sanitaires à venir. Ça, c'est la première chose. Quand vous parlez de modèle scandinave, en fait, pour moi, ça évoque la question de la gouvernance en station, qui est très spécifique en Scandinavie, où on est sur des modèles fédérés, c'est-à-dire que, contrairement à chez nous, on est sur des modèles éclatés. Vous avez une multitude d'acteurs qui, de temps en temps, se parlent, mais de temps en temps pas, et puis de temps en temps, ils se parlent, ils se mettent d'accord, mais en fait, ils ne mettent pas toujours en œuvre ensemble la décision. Donc ça, c'est notre esprit latin français. Et puis, en Scandinavie, eux, c'est différent. C'est-à-dire que tous les acteurs d'une destination se mettent autour de la table ensemble. Et puis, il y a une décision qui est prise. Et quand elle est prise, tout le monde l'exécute, même si les participants aux discussions ne sont pas d'accord. Parce qu'ils sont plus disciplinés que nous. Donc, oui, il y a beaucoup de choses à prendre de nos voisins scandinaves sur la manière dont les destinations sont gouvernées. J'ai fait un support sur les questions de gouvernance spécifiques dans mon SlideShare que vous pouvez aller voir. Et vous verrez tous les modèles en fait, de gouvernance de stations dans le monde. Je n'ai pas trop de temps, donc je ne rentre pas dans le détail. Et la dernière partie de la question, Lily, c'était quoi déjà? Excuse-moi. C'était effectivement la création d'une charte de bonne conduite et de respect de la nature. Et effectivement, il y a Benjamin aussi qui pose cette question. Ça se rejoint un peu sur un label safe de retour aux pratiques pour le respect de protocoles. Alors, chez Benjamin, on est plus dans l'hôtellerie et le tourisme que dans la pratique. Mais Alors, plusieurs choses. D'abord, il y a plein de labels qui existent. Il y a Alpine Pearl, il y a le Flocon Vert de Mountain Riders, qui est assez drastique avec des critères de dingue. Et d'ailleurs, très peu de stations arrivent à avoir le Flocon Vert parce que c'est un label qui est très sérieux. Donc, au niveau des territoires, il y a des choses qui existent en montagne. Le problème des labels, en fait, c'est difficile pour les stations de l'avoir. Et ensuite, c'est aussi la question de la notoriété du label. Et on se rend bien compte que ce sont des éléments de rassurance de la clientèle, mais ce n'est pas des éléments qui sont déclencheurs. Personne va dans une station en disant « Ah, c'est Famille Plus, donc j'y vais. » Ou « Ah, c'est, je sais pas, labellisé pour la propreté, donc j'y vais. » Jusqu'à présent, en tout cas, ce n'était pas le cas. Assez curieusement, en fait, quand on interroge des consommateurs sur ce sujet-là, pour eux, c'est des standards. C'est-à-dire qu'il faut être triple certifié qualité, sécurité, environnement. Il faut avoir le label propreté Tartampion, là, qui est en train d'être développé notamment par la ville de Singapour, enfin, même d'ailleurs de Singapour, dont je parle dans le gros support de ma présentation. La difficulté, c'est si on fait 50 labels. Si tout le monde se met à sortir son label, ça ne va pas fonctionner. Par exemple, le groupe Accor est en train de sortir son propre label. Bon, si on a Singapour qui sort son label, Accor qui sort son label, la France qui sort son label, et puis ensuite les territoires qui ont déjà leur label, eh bien pour le consommateur, c'est illisible. Il faut comprendre que tout cela, on a une capacité cérébrale qui est limitée. Je ne suis pas gentille, je vous le dis, mais c'est la réalité. On est tous à la même enseigne. Et on ne peut pas mémoriser tous les labels et tous les critères et savoir quel est le mieux, celui qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. Donc, il y a un moment, c'est être aussi, pour les acteurs du tourisme, il va falloir faire preuve d'humilité et dire, OK, quels sont les labels existants?
quels sont ceux qui sont correctement opérants et opérationnels et rapidement opérationnels. Rentrons dans ce label et on verra ensuite pour l'améliorer. Mais il faut arrêter de développer des labels à tout crin parce que derrière, il faut communiquer autour de ces labels. Et en général, eh bien, on a mis de l'argent pour développer le label, mais on n'a plus mis d'argent pour développer la communication, alors qu'en fait, il faudrait quasiment mettre 10% pour développer le label et 90% en com. Donc, doucement sur les labels, parce que de toute façon, c'est pas là-dessus que les enjeux sont. Oui, en règle générale, on en retient un ou deux, et puis après les autres, on ne sait plus trop ce qu'ils représentent. Du coup, on a parlé des hébergeurs, on a parlé des stations, on a parlé de la pratique, des marques aussi. Par contre, on n'a pas beaucoup abordé la question des prestataires de loisirs. Et du coup, c'est Solange Cotin qui pose la question. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a des directives qui ont été prises pour aider à relancer aussi et supporter les prestataires de loisirs? Est-ce qu'il y a des choses à faire entre les marques et ces prestataires de loisirs, de sport d'eau vive, par exemple, comme elle le précise? Oui, effectivement, je pense que… Alors, pardon. Non, il n'y a rien qui a été prévu pour l'instant en termes de soutien de la part du gouvernement, mais une fois de plus, je pense que le gouvernement n'était pas concentré sur la question du tourisme. La réalité, c'est qu'en fait, jusqu'il y a encore 15 jours, le tourisme, c'était même pas dans le spectre du gouvernement. Et depuis 15 jours où ils réalisent que, en fait, c'est 8% du PIB de la France, c'est 2 fois plus que l'agriculture hein, en termes de PIB. Et que il y a peut-être une clé à jouer, notamment parce que si les frontières françaises sont fermées, eh bien en fait les Français ils sont condamnés à partir en France. Donc oui, il faudrait peut-être qu'ils se soucient du sujet. Donc très clairement, pour l'instant le gouvernement il est en mode survie et il n'est pas rentré dans le détail des mesures qui pourraient être proposées pour les prestataires. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a un gros travail qui est conduit entre l'État et la région, enfin les régions, pour pouvoir avoir des aides qui sont spécifiques ou des dispositifs qui sont spécifiques au territoire. Donc là, ça peut être intéressant de se rapprocher de la région Aura, éventuellement même du CRT, donc le Comité régional du tourisme, voire de Savoie-Mont-Blanc Tourisme, donc qui est le CDT pour les départements 73 et 74, pour savoir voilà, ce qui est possible. Donc ça, c'est pour la première partie de la question. Pour la deuxième partie, c'est-à-dire le co-branding entre les marques et les prestataires, clairement, il y a énormément de choses à faire. En communication, principalement. Donc pour les marques, ça peut être par exemple relayer les lieux de pratique, les activités possibles, proposer des micro-aventures, proposer des centres répertoriés, par exemple tous les centres de pratique du kayak, du rafting ou de l'escalade. Voilà. En fait, c'est l'idée de se positionner comme un compagnon, un accompagnateur des pratiquants. Et puis, parce qu'il faut que ça aille dans les deux sens, pour les prestataires d'activité, c'est aussi présenter l'intérêt des produits, présenter bien sûr les marques, mais aussi les produits qui sont utilisés, pourquoi vous avez fait le choix de tel ou tel produit, quels sont les avantages que vous en retirez. Éventuellement, vous pouvez aussi parler ouvertement des inconvénients parce que vous savez maintenant, les clients aiment choisir en conscience, donc il faut leur donner du positif, mais aussi éventuellement les dire quels sont les potentiels inconvénients. Mais c'est aussi faire des retours aux marques en leur disant, bah voilà, votre produit, je l'ai utilisé une saison entière, eh bien, ça s'use comme ci, comme ça, j'aurais besoin de telle amélioration. Et ça peut être hyper utile parce que ça peut faire gagner énormément de temps en développement de produits aux marques. Là encore, c'est des choses qui existent déjà, mais qui existent beaucoup dans les grandes marques, très peu pour les petites et moyennes marques. D'accord, donc il y a toujours des synergies à trouver entre ces prestataires de loisirs et nos marques outdoor pour la reprise de l'activité. C'est un beau jeu. En ayant une idée de ce que vous voulez. Parce que si vous vous appelez en vous disant ah bah tiens j'aimerais bien faire un truc avec toi marque ou territoire mais je sais pas quoi, finalement vous allez prendre des stops tout de suite quoi. Et il y a une idée assez précise et contactez-vous les uns les autres en vous proposant des projets. Et tout de suite en fait les synergies elles se feront et ça s'implémentera plus facilement et plus rapidement. On a une question de Bertrand Olagnon
sur les initiatives que tu as évoquées durant ta présentation sur de type digital detox dans les territoires de montagne. Est-ce que tu aurais quelques exemples pour appuyer ces initiatives? Oui. Alors, récemment, là, j'ai été dans un hôtel à Pralognan qui s'appelle la Vallée Blanche et qui, tout simplement, vous confisque votre téléphone portable à l'arrivée. Donc, il est positionné dans le coffre-fort de l'hôtel. Il n'y a bien entendu aucune connexion, aucun écran, télé, tablette, téléphone, ordinateur dans l'établissement pour vous garantir de ne pas être, pour être certain que si vous êtes tenté même de regarder une seconde, eh bien, ça ne soit pas physiquement possible. Ce qui est intéressant, c'est que les clients, en général, ressortent de là beaucoup plus reposés et beaucoup plus tranquillisés. Voilà, donc il faut avoir peut-être un appareil photo à côté si vous voulez quand même immortaliser vos vacances. Je trouve ça assez intéressant. En fait, c'est surtout des hébergeurs qui proposent des solutions digital detox. Pour info, quand même, alors cet hôtel en l'occurrence, il n'est pas très cher, mais d'une manière générale, les établissements qui vendent de la digital detox la vendent extrêmement cher. La première fois que j'ai fait une expérience digital detox, c'était au Turkey Caicos et c'est quand même 800 € la nuit pour juste l'hébergement. Donc voilà, les gens sont aussi prêts à payer pour se séparer de leur téléphone. N'hésitez pas à le valoriser. Pense à toutes les destinations qui sont dans le Keras, par exemple, où la connexion n'est pas forcément fantastique. Eh bien, transformez le pépin en pépite, revendiquez-le, assumez-le, et vous verrez, les gens seront prêts à payer pour ne pas être connectés. Je ne t'entends plus, Lily. Je ne t'entends Oui, plus. excuse-moi, petit Hein? problème de son. Je disais, on n'a plus de questions. Du coup, je te propose, si tu veux dire un mot pour conclure. Je remercie tous les participants d'avoir été présents. Et Alors, le message de la fin, c'est que oui, ce sera difficile, mais oui, on va y arriver et que la condition pour y arriver et retomber sur nos pattes, eh bien, c'est de le faire collectivement. Donc, voilà, à nous de nous serrer les coudes et à nous de retisser du lien entre les marques, entre les territoires, entre les institutions, toutes les parties prenantes finalement de l'exploitation touristique et du sport d'une manière générale pour créer des synergies et travailler ensemble pour le bénéfice des pratiquants et pour le bénéfice de nos entreprises. merci beaucoup, Armelle, pour cette note finale positive. Je rappelle aux participants que vous retrouverez l'enregistrement en replay et la présentation complète d'Armelle via le mail de suivi que vous recevrez demain grâce à GoToWebinar. Et nous, on vous le relaiera également sur nos réseaux sociaux et le site OSV. Notre prochain webinaire a lieu la semaine prochaine et il traitera du redémarrage du business, de la digitalisation et de la reconduction de gamme avec Jérôme Elbaz, qui est Country Manager France chez The North Face. Voilà. Et je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous. À bientôt. À bientôt.